Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la série de vidéos Azure Defender from the Source, l'explication des services Azure Defender par l'équipe produit. En l'occurrence ici, c'est David qui est Programme Manager dans l'équipe Azure Security Center. Après une première partie qui a été consacrée à Azure Defender for SQL, dans cette seconde partie, David va nous présenter Azure Defender for Storage, c'est-à-dire la protection des comptes de stockage dans Azure. David, je te laisse la main. Merci Stan, bonjour à tous. Deuxième épisode, comme tu le disais, Azure Defender pour Storage. Comme d'habitude, comme je l'ai fait lors du précédent épisode, avant de rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'est Azure Defender pour Storage, maintenant on s'attarde un tout petit peu sur les menaces 2020 qu'on a pu répertorier ou qui ont été répertoriées. Vous avez les liens dans la description par Verizon et par attaque. Déjà, quelque chose qui est très très important, déjà, c'est comment est-ce qu'on différencie un petit peu les types d'attaques. Il y a deux vecteurs, en tout cas, il y a deux types d'auteurs qu'on peut répertorier. C'est les acteurs externes à l'entreprise et les acteurs internes à l'entreprise. Donc, quand on parle d'acteurs externes, donc c'est une personne qui ne travaille pas dans l'entreprise, qui est vraiment là, qui essaye en tout cas de se connecter à l'entreprise par différents moyens pour venir vraiment récupérer de la donnée dans nos comptes de stockage. Donc, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. Donc, que ce soit l'Anonymous Access, donc on va le voir. Il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui encore, en 2021, qui laissent leur compte qui laissent leur storage account ouvert à tout le monde, ouvert sur Internet, et n'importe qui peut venir se connecter et récupérer toutes les données qu'il veut. Alors, si c'est pour des images, il n'y a pas de problème. On se rend compte que quand il y a des données un petit peu plus sensibles, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et là, on parle bien de stockage au sens large, données stockées et exposées. On n'est pas lié qu'à Azure ici, mais c'est au sens large. Ça peut être des buckets S3, ça peut être l'équivalent chez Google, etc. C'est que globalement, oui, on utilise de plus en plus de cloud. Les organisations, en tout cas, le font, ce qui nous arrange parce qu'effectivement, on vend des solutions là-dessus. Mais il faut toujours rappeler qu'effectivement, on met à disposition la technologie pour stocker et exposer la donnée, mais après, des fois, effectivement, c'est mal configuré par les acteurs. Comme un système d'exploitation peut être bien installé ou mal installé, c'est un peu pareil ici. Et que du coup, effectivement, ces données potentiellement se retrouvent exposées. On voit de plus en plus de cas dans la presse, effectivement, de perte ou de compromission de données d'organisations qui ont mis leurs données dans des fournisseurs de cloud X, Y ou Z. C'est vraiment pas lié à la chose. Et du coup, effectivement, il y a des acteurs externes qui vont les attaquer. Tu l'as dit, ça c'est 70% effectivement des attaques référencées ou des menaces qui ont lieu par les différents vecteurs que tu as expliqués, mais on oublie peut-être également, et souvent les gens l'oublient ou préfèrent ne pas le voir, qu'une partie des menaces, elles peuvent être internes également. Complètement, ça peut être interne et c'est malheureusement souvent le cas, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est encore plus difficile à détecter. Parce que malheureusement, de plus en plus d'entreprises passent sur des solutions PaaS et SaaS. Et malheureusement, de moins en moins de temps, on configure la solution et de plus en plus, on veut aller vite et on veut déployer. Et on oublie que quand on déploie, il faut aussi configurer. Et souvent, on se retrouve avec des super admins qui sont du marketing, de la finance, etc. Et c'est des gens qui ne savent pas du tout quelles sont les règles de sécurité qu'on doit mettre en place, ou en tout cas, comment est-ce qu'il faut se comporter, je dirais de façon, même pas éthique, mais vraiment comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis d'un déploiement, et il faut faire très attention, et malheureusement, ça vient souvent de là. Alors, quand on parle d'acteurs internes, c'est pas forcément un acteur interne qui vient de façon, ou en tout cas, c'est pas quelqu'un qui va venir de lui-même extraire de la donnée pour la revendre sur le darknet, etc. C'est aussi des fois, c'est du phishing. C'est une fois qu'un compte il a été récupéré avec tout un tas de techniques, on fait des mouvements latéraux au sein de l'entreprise. C'est ça ce qu'on appelle des acteurs internes. Donc, c'est vraiment se servir de personnes ou de comptes existants pour venir et pour pouvoir récupérer de la donnée. N'oublions pas, les acteurs internes peuvent être également des personnes malveillantes ou des personnes qui vont, ça peut être du prestataire ou même des internes à l'organisation qui veulent profiter effectivement de leurs privilèges pour extraire de la donnée. Donc on est, on doit toujours appliquer logiquement quand on fait de la sécurité le principe du moindre privilège, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas besoin effectivement d'être l'admin de tout. Et logiquement, c'est pour ça qu'il existe dans Azure par exemple des built-in roles qui permettent de dire si tu es par exemple admin de services de base de données ou de stockage, tu n'as les droits que là-dessus par exemple. Et l'idée est de faire du airbag, du role-based and access control,
qu'on peut appeler également de l'Identity and Access Management, c'est de gérer qui a le droit de faire quoi, quelle opération, sur quelle ressource. Complètement. Je dirais même qu'il y a au-delà de Airback, il y a toute une. Je dirais vraiment, je pense que chez Microsoft, on a tout un écosystème de produits. Je pense notamment à MIP, Microsoft Information Protection, qui te permet aussi de pouvoir classifier les données que tu mettes sur SharePoint ou sur des storage. AIP qui te permet aussi de scanner, Purview qui te permet de scanner aujourd'hui, Azure Purview qui est en public preview depuis à peu près 2 mois, qui permet à nos clients de scanner l'ensemble de leur storage, pas que storage sur Azure. En tout cas, on le verra par la suite, parce qu'il y a une volonté aussi de Microsoft de faire toujours du multi-cloud dans nos solutions. Mais demain, après-demain, de pouvoir aller scanner du AWS ou en tout cas d'autres cloud providers et de pouvoir détecter des fichiers sensibles, et après aussi de pouvoir appliquer de la compliance dessus et des policies et de la data governance pour dire à partir du moment où tu as des emails, personne ne doit pouvoir entrer sauf telle et telle personne. Donc, il y a tout un écosystème aussi de solutions. En dehors de détecter des menaces, il y a aussi toute cette prévention, toute cette gestion proactive que fait Azure Security Center, MIP, Purview, etc. Donc, il y a véritablement aujourd'hui chez Microsoft un ensemble de logiciels pour pouvoir gérer convenablement et comme il faut la sécurité sur ses comptes de stockage et aussi sur ses bases de données SQL, bien entendu. Et rappelons que la protection sur de la donnée, elle s'applique. Alors, on peut faire du chiffrement effectivement de la donnée, du chiffrement at rest, etc. Le chiffrement protège en général contre le vol du média physique ou l'extraction d'un fichier qui lui-même aurait été chiffré. Sa réutilisation n'est normalement pas possible. Mais au-delà de ça, il y a effectivement d'autres mécaniques dont tu as parlé, qui sont par exemple de poser des droits numériques dessus, des DRM d'entreprise qui vont en fait travailler non plus sur l'accès à la donnée, donc la protection de la coquille entre guillemets, mais tout l'usage de la donnée, de ce qu'on a le droit d'en faire. Donc on le retrouve quand on est un utilisateur sur des options qu'on peut avoir, qu'on utilise classiquement depuis une quinzaine d'années sur Outlook par exemple, comme les DRM, en disant j'empêche de pouvoir retransférer l'email à quelqu'un d'autre. Ça c'est un traitement de la donnée. Mais effectivement, dans le cadre d'un compte de stockage, effectivement, on pourrait se dire qu'on peut avoir la protection du compte de stockage en termes de chiffrement et Azure Defender dont on va parler juste après, mais on pourrait également mettre des DRM directement sur les fichiers, par exemple, qui sont à l'intérieur. Ça serait possible également. Complètement. Je vous ai mis à droite aussi, vous voyez qu'on a 3 principes, on va dire trois entreprises. Je ne pense pas qu'on ait besoin de les présenter, que ce soit Nintendo, Booking ou Twitter. Et quelques petites, on va dire, mésaventures qui s'est passé au cours de l'année 2020. On commence par Nintendo en avril 2020. On a eu 160 000 accounts qui ont été compromised, qui ont été mis en danger. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le traduire en français. Oui, c'est ça. Booking.com, Expedia, etc. Donc, c'est une grande chaîne de réservation qui a eu un gros problème sur leur logiciel de réservation, où ils ont eu plus de 10 millions de fichiers qui ont été exposés suite à une mauvaise configuration des accès. Et Twitter, je pense que tout le monde a été au courant. Je pense que Twitter, c'est celui qui a vraiment été le plus médiatique. Déjà parce que ça a touché des centaines de millions de gens, parce qu'on parle de plus de 350 millions. Et encore, c'est les chiffres qui ont été communiqués. À chaque fois, c'est des chiffres qui sont communiqués par l'entreprise en règle générale. Donc, en vérité, on ne sait pas vraiment est-ce que c'est le vrai chiffre ou est-ce que l'entreprise n'est pas là, entre guillemets, pour minimiser aussi un petit peu ce qui s'est véritablement passé. Donc, dans la limite de la légalité, n'oublie pas qu'il y a des lois, notamment en Californie ou ailleurs, où quand tu te fais pirater, tu dois effectivement l'exposer dans les 48 heures, etc. Mais encore une fois, je pense qu'il y a pas mal, on va dire, entre guillemets, on ne va pas appeler ça du flou juridique, mais est-ce que aussi tout le monde joue le jeu et comment est-ce que tu peux voilà. Tout ça pour dire en tout cas que on parle de plusieurs centaines de millions de personnes qui ont été phishing, enfin en tout cas qui ont subi un phishing sur Twitter où leurs comptes ont été compromis. Donc ça donne un petit peu un état de vue général de ce qui peut arriver. Alors c'est des grosses entreprises, donc on en parle, mais il y a aussi tout un tas de petites entreprises chez qui ça se passe et sur lesquelles il y a moins de visibilité, donc on est moins au courant. Effectivement, alors dernier exemple en date,
un gros site de commerce en ligne français, là récemment, il y a eu c'est dans la presse, hein, vous pouvez le rechercher tout de suite, février 2021, il y a eu effectivement un directeur là qui est soupçonné, oui, il y a une enquête dessus en tout cas, d'avoir effectivement utilisé des privilèges, d'un abus de privilèges dans le sens où il a extrait en fait le fichier client de ce gros revendeur en ligne et il l'a mis en vente sur le dark web. Et ça représentait quand même 33 millions de clients. Donc là, typiquement, ce type le but, on va voir un peu des outils qu'on va proposer derrière, c'est aussi ça va pas être des outils magiques, mais ça va permettre de détecter des patterns anormaux en termes d'extraction de données, par exemple, et du coup de pouvoir alerter les gens et du coup de remonter rapidement à la source du problème et du coup après d'engager les actions juridiques associées. Donc, maintenant qu'on a compris un petit peu comment est-ce que les menaces s'opéraient, je vous propose de passer à la suite. Donc, de manière générale, c'est quoi Azure Defender pour les storage accounts chez Microsoft? Donc, déjà, c'est très important d'expliquer que c'est un layer de sécurité qui s'applique au-dessus du storage account, ce qui veut dire qu'on n'a pas de perte de performance. C'est pas quelque chose qui va affecter les performances quand on va uploader ou quand on va download, quand on va mettre un fichier sur le storage ou quand on va récupérer un certain nombre de fichiers. C'est une solution qui va tourner à côté. Bien entendu, ça tourne côte à côte. C'est pas quelque chose, c'est pas physiquement, ça tourne pas sur la même machine, mais c'est vraiment juste à côté. Donc, ça ne va pas impacter les performances du storage account. Ça va donc donner en fait un certain nombre d'alertes dès qu'il va se passer quelque chose. On va le voir tout à l'heure, quels sont les types d'alertes qu'on sait, quels sont les comportements qu'on sait détecter et quelles sont les alertes qu'on sait générer en fonction de ces comportements-là. Bien entendu, sur Azure Security Center et de manière générale dans la sécurité chez Microsoft, on ne fait pas que du réactif. On a aussi toute une partie proactive avec des recommandations qui sont données cette fois-ci par Azure Security Center. Et on a aussi cette capacité de lier une alerte avec des recommandations pour permettre aussi aux clients d'éviter que cette alerte se reproduise dans le futur. D'accord. Et bien entendu, on utilise les capacités du cloud Microsoft pour détecter toutes ces alertes-là, tous ces comportements-là et proposer des recommandations qui vont en fonction de l'usage et de ce que nos clients font aujourd'hui avec leur compte de storage. Donc j'en C'est déduis, important de préciser. parce que moi je t'ai coupé. On a déduit que sur la partie AI, on a des algos en gros qui vont travailler sur des patterns d'anomalies, sur de la prédiction, en gros, utiliser plus on aura d'historique. Si c'est de l'AI, du coup, il va falloir effectivement, on a entraîné tout ça avec un historique, et ça va utiliser également notre propre historique d'utilisation du compte de stockage pour détecter des anomalies. Exactement. C'est-à-dire qu'on est capable en fait de comprendre comment est-ce que les clients font, en fait, quel est l'usage qui est fait de chaque storage account, de chaque compte de stockage, et en fonction de ça, en fait, d'essayer de dessiner une espèce de trait, une espèce de pattern. Et dès que en fait on voit que le pattern est modifié, à ce moment-là, on est capable de comprendre pourquoi. Et si la raison n'est pas une raison qui est saine, à ce moment-là, on peut générer une alerte. Okay. Je voulais préciser une petite chose. De la même façon qu'Azure Defender pour SQL fait partie de la famille d'Azure Defender et aussi est intégré sur Azure Security Center, c'est la même chose pour Azure Defender pour storage. Ce qui veut dire que ça se déploie très facilement, ça se manage très facilement. Et aussi, vous avez un seul go-to location, donc un seul outil qui va vous permettre aussi de gérer toutes vos alertes. Et bien entendu, puisqu'on fait partie d'Azure Defender et Azure Security Center, on a aussi la capacité d'envoyer les alertes à notre SIEM in-house Azure Cloud, Azure Sentinel, mais bien entendu, vous pouvez aussi utiliser un third-party SIEM, donc un SIEM externe, qui soit on-prem ou sur un autre cloud provider, pour consommer ces dites alertes. Donc, comment est-ce que ça se passe Azure Defender pour SQL d'une manière globale? Donc, on va essayer de schématiser tout ça et de voir un petit peu cette journée d'Azure Defender pour SQL, pour storage, pardon. Donc, la première partie, bien entendu, comme Azure Defender pour SQL, one click, ça s'active très, très facilement. Vous allez le voir juste après. Une fois qu'on active, ça y est, nos comptes de stockage existants et futurs sont protégés par Azure Defender pour storage. Dans le cas où une attaque, une personne malicieuse rentrerait, que ce soit interne ou externe, automatiquement, on sait générer une alerte, bien entendu avec toute la puissance et la capacité qu'Azure nous permet aujourd'hui d'exploiter.
l'alerte est envoyée au resource owner, subscription owner, ou dans le cas où vous avez déployé une logic app, vous pouvez aussi avoir une réponse automatique. Donc, on a aussi cette capacité de proposer out of the box, ou en tout cas de façon naturelle à nos clients de préparer en fait des réponses entre guillemets automatiques. Un exemple tout bête, si jamais j'ai un fichier avec un malware, supprime-le. C'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui. Nos clients peuvent créer une logic app qui va se brancher sur une alerte de façon générique. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ça juste après. Et dire, moi, je veux que si jamais il y a un fichier de telle taille, telle sorte, ou si jamais il y a telle ou telle chose qui soit faite, tu me le supprimes, tu me le mets en quarantaine, tu me le mets dans ce storage account-là, tu envoies un mail à telle ou telle personne. On a vraiment, on a vraiment une puissance offerte par Logic App qui permet à nos clients de créer tout un tas de flow automatique en fonction de l'alerte qu'ils ont reçue. Et bien entendu, tout ça va sur Azure Sentinel aussi. Et les clients, une fois que la menace a été traitée, on est sur un modèle beaucoup plus sain. Petite question, est-ce que quand tu dis on l'active en une seule fois, quand on active Azure Defender for Storage, ça veut dire que tous nos comptes de stockage d'un abonnement donné seront, d'une subscription d'un abonnement Azure donné seront protégés, ou est-ce qu'on peut faire des exceptions en disant je veux de l'Azure Defender for Storage mais que pour ce compte de stockage là et pas pour les autres? Oui, complètement. Donc on a en fait cette capacité on offre à nos clients la capacité aussi de pouvoir dire je veux sur toute ma sub. Et quand on dit en fait je veux sur toute ma subscription, en fait l'idée derrière c'est de dire je veux sur toute ma subscription, mais dans le futur. Je ne sais pas quel compte de stockage va être créé demain en tant que security admin. Les équipes de sécurité, en règle générale, en fait, on se rend vraiment compte qu'en règle générale, les resource owners, donc c'est-à-dire que quand on a une équipe produit qui a des comptes de stockage, ils déploient ça au niveau du stockage lui-même, là où des équipes de sécurité dans les entreprises déploient ça, on va dire, at scale, à des niveaux un peu plus élevés. Sur toutes les subscriptions de prod, toutes les subscriptions qui ont des données un peu sensibles, pour se prémunir demain d'un éventuel stockage qui serait créé par un stagiaire où il va déployer tout un tas de fichiers sensibles et malheureusement, ça ne serait pas configuré comme il faut. Le célèbre stagiaire ou l'IT ou le dev qui maîtrise pas à fond. Ou le directeur, par exemple. Voilà, par exemple. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est quelque chose qu'on supporte aujourd'hui. Bien entendu, on supporte tout type, en tout cas sur Azure, donc Azure Blob, Azure File et Data Lake. Donc, on a toute une suite de threats qu'on sait, toute une suite de menaces qu'on sait détecter. Bien entendu, on peut aussi donner des réponses at scale, comme je le disais, avec Logic App. Et pour finir, comme je le disais, étant donné qu'on est sur Azure Security Center, tout est centralisé et les clients n'ont pas besoin d'avoir tout un tas de plateformes une fois qu'ils sont sur Azure Security Center ou sur Azure Sentinel. Ils peuvent regrouper l'ensemble de leurs alertes et l'ensemble de leurs recommandations spécifiques au compte de stockage. Donc, on peut diviser les alertes qui sont émises par Azure Defender pour Storage en 3 catégories. Donc, la première, c'est tout ce qui va être lié à l'accès de la donnée, l'accès au fichier. Donc là, ici, on va être capable de détecter est-ce qu'un accès a été fait depuis un node Tor. Donc, qui sont des Tor qui est apparenté, on va dire, au dark web, qui permet à des utilisateurs de naviguer sans être détectés, ou en tout cas de façon anonyme. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter au maximum. Donc, on est capable de le détecter. Si jamais on a une IP, suspicious IP, donc ça se rentre dans plusieurs catégories. Donc, il y a des ranges d'IP qu'on connaît aujourd'hui chez Microsoft, notamment, comme tu le disais, parce qu'on a analysé des millions et des millions de connexions. On sait qu'il y a des IP qu'il faut plus ou moins éviter d'autoriser à se connecter aux comptes de stockage. Tout ce qui est Anonymous Access, donc si jamais quelqu'un d'un seul coup rentre sur un de vos, ou en tout cas tente de rentrer sans donner de login mot de passe. Unusual Location, donc c'est un petit peu similaire à ce qu'on fait sur SQL. C'est-à-dire que si par exemple j'ai quelqu'un qui a l'habitude de se connecter en France
et pour une raison X ou Y qui se connecte au Japon d'un coup ou dans n'importe quel type de pays, Russie, Japon, États-Unis, Amérique du Sud, on est capable de détecter et d'envoyer aussi une alerte pour dire attention, il semblerait que quelque chose se soit passé, ou en tout cas, il semblerait qu'un de vos utilisateurs ait pris un avion qui va très très vite. Et unusual application, c'est si on sait que ce storage account-là a l'habitude, en tout cas, d'être en relation avec un middleware ou avec une application qui s'appelle comme ça, et tout d'un coup, on a une application qui se connecte qu'on n'a pas l'habitude de voir, on sait aussi générer une alerte. Donc ça, c'est pour la partie connexion. Sur la partie activité, on est aussi capable de détecter si tout d'un coup, on a un storage qui échange entre 1-2 mégas par jour, et tout d'un coup, on a 200-300 mégas comme ça qui sont extracted, qui sont récupérés depuis ce compte de stockage. On sait aussi lever une alerte. On sait dire depuis quelle application, quelle IP, quelle est la taille totale des données qui a été extraite. Et nos clients peuvent aussi gérer tout un tas de paramètres. Ils peuvent fermer le storage, etc., etc. Petit point là-dessus d'ailleurs, je suis utilisateur notamment d'Azure FileSync, qui est un service de synchronisation qui permet d'avoir plusieurs serveurs de fichiers Windows et de les synchroniser au travers d'un compte de stockage qui est un Azure File dans Azure. Et donc moi j'avais activé sur mes comptes de stockage justement Azure Defender for Storage. Et le jour où j'ai rajouté un nouveau serveur dans mon organisation pour pouvoir justement répliquer encore les données sur un nouveau serveur, du coup, lors de la première synchro de ce serveur, qu'est-ce qui se passe si le serveur, avec l'agent de synchronisation Azure File Sync, se connecte au compte de stockage et puis récupère la donnée. Et donc, il fait naturellement une extraction, en fait, qui est une volumétrie supérieure à ce qu'on fait d'habitude, parce que c'est la réplication initiale. Et du coup, j'ai reçu une alerte Azure Defender for Storage en disant, attention, extraction inhabituel de données en volumétrie par rapport à ce compte de stockage là. Donc j'avais le nombre de fichiers extraits, la quantité. Donc là encore, l'outil fonctionne par, comme tu le disais, par détection d'un changement de comportement par rapport à la baseline ou l'utilisation normale. Donc là, c'est anormal tout d'un coup à cette extraction. Donc il a bien fait son travail de me notifier. Et là encore, après, c'est dans le travail d'analyse derrière où on doit dire, ok, ça c'est un faux positif entre guillemets dans le sens où on sait pourquoi il y a eu cette extraction et on ne fait pas d'action derrière. Ou alors effectivement, on analyse et puis on se dit, bah non, on n'a rien fait ce jour-là. Là, c'est pas normal. Et là, on travaille effectivement sur le truc. Donc, il faut bien là encore se mettre dans l'esprit que l'outil n'est pas magique, il va remonter des alertes et certaines alertes seront effectivement classées comme étant entre guillemets des faux positifs et c'est normal, c'est parce qu'on va dériver au moment du comportement normal de l'usage du stockage. Complètement. J'irais même plus loin dans ton scénario. On a aussi, comme tu le disais, un scénario qui est tout à fait possible, qui est que moi, en tant qu'utilisateur un petit peu chevronné, je sais qu'il y a Azure Defender pour storage sur ce compte-là. Donc, je vais utiliser entre guillemets une solution Microsoft pour le mettre sur un compte de stockage sur lequel il n'y a pas Azure Defender pour storage, sur lequel il n'y a pas d'Azure Monitoring, donc personne ne sait ce que je fais dessus. Et c'est ce qui s'appelle, ça s'apparenterait un petit peu à du DLP, donc Data Loss Prevention. Donc là aussi, on essaye, nous, de ramener un maximum d'alertes, qu'elles soient false positives ou pas. Mais en tout cas, c'est difficile de savoir est-ce que ça a été fait de façon… intentionnel ou pas, c'est ça? Intentionnel ou pas, exactement, merci. Donc le scénario également du gars qui est en pré-prod et qui se dit tiens, je vais cloner l'environnement, le compte de stockage qui est en prod pour tester. Là, logiquement, effectivement, ça va également remonter une alerte, ça va remonter logiquement une alerte en disant c'est pas normal qu'il y ait une extraction, une copie de ce compte de stockage-là vers ce compte de stockage-là. Ouais. Exactement. Okay. La troisième activité qu'on sait détecter aussi avec Azure Defender pour storage, c'est tout ce qui est autour de l'accès, des permissions d'accès. Plus communément, on peut voir ça sous la forme des RBAC dont tu as parlé précédemment, Stan, donc Role-Based Access Control, où là, en fait, on est capable de détecter, comme tu le disais aussi à juste titre, on est capable de mettre une espèce de baseline, et dès que celle-ci va être changée, donc si par exemple, d'un seul coup, il y a des admins qui apparaissent comme par magie sur le compte ou qui sont retirés comme par magie aussi, on est capable aussi de générer une alerte pour dire attention, il semblerait qu'il se passe quelque chose. C'est très important aussi de noter qu'on a une priority en fait, donc on est capable aussi de dire à quel point cette alerte est importante. Donc si par exemple on détecte qu'il y a des nouveaux admins, on ne va pas dire à la SOC team ou au security admin en le mettant en severity high, on va le mettre en low, on va le mettre en medium pour dire attention, il faut quand même que tu fasses gaffe parce qu'on le store aussi ça pour que historiquement pour de la compliance tu puisses
l'avoir gardé pour demain. Si jamais tu te rends compte qu'il y a tout un fil, tout un scénario qui se construit autour de ça, c'est-à-dire que il y a un admin qui est rajouté, puis il y a une IP anomalie, puis il se passe de l'extraction de données. Aussi, on génère aussi toutes ces alertes-là, non pas pour dire quelque chose de grave, il faut absolument que tu t'en occupes, mais aussi pour laisser à nos clients la possibilité aussi de tirer un espèce de fil rouge et de comprendre comment est-ce que tout ça s'est passé. Donc ça, c'est au sujet des permissions. Tout ce qui est data exploration, si tout d'un coup, il y a un utilisateur qui se met à accéder à plein de fichiers, c'est pas tout à fait normal. On se rend compte qu'il y a un petit problème. Pourquoi est-ce que Micheline de la compta, d'un seul coup, elle se met à regarder tout un tas de fichiers, entre guillemets, VIP, ou en tout cas des fichiers qu'elle n'a pas l'habitude de voir, avec peut-être une IP qui n'est pas la sienne. Voilà. Donc, on sait aussi rebrancher et connecter un petit peu tout ça ensemble pour générer ce genre d'alerte. Et la dernière alerte, qui est peut-être celle qui, à mon goût, est la plus importante et qui est la plus dramatique, c'est que si d'un seul coup, on voit qu'il y a des centaines de fichiers qui sont supprimés, on sait aussi remonter une alerte. Alors malheureusement, il n'y a rien à faire en règle générale, sauf si vous avez un backup. Mais c'est le genre d'alerte qu'on veut aussi voir. Alors, on parlait d'attaque interne. Il y a aussi tout ça, c'est-à-dire que j'ai fait une bêtise, j'ai pas envie que mes fichiers soient vus, donc je vais vite supprimer tout ce que j'ai fait pour X ou Y raison. C'est le genre de choses qu'on sait remonter. Mais ça, typiquement, la suppression accidentelle, effectivement, ça peut expliquer un problème ou un code qui est en train de faire des erreurs. Alors, tu l'as dit, hein, normalement, on est censé avoir un backup en 2021, hein, donc il existe des solutions de backup. Hein. Azure File, vous pouvez le backuper, le storage, vous pouvez également le backuper si vous voulez, ou enfin une copie ailleurs. C'est de la donnée. Donc la donnée, je veux dire, quelle que soit la forme sous laquelle on la stocke, on doit en avoir une sauvegarde. Parce que le fait de la répliquer autre chose, parce qu'on sait faire de la géoréplication, etc., la géoréplication protège dans le cadre d'un problème d'accès au service dans une région donnée, mais ça ne protège pas contre la compromission ou la suppression. Donc le backup n'est pas une option qui est facultative, entre guillemets. Voilà. Ça, c'est bien de le rappeler. Bien sûr. Alors après, tu peux avoir certains cas d'usage où si c'est des fichiers de pré-prod, etc., mais même si c'est le cas, on conseille toujours d'avoir un backup. Et puis, de toute façon, il y a des solutions Microsoft aujourd'hui avec du cold storage qui coûte vraiment quasiment rien, où tu backup tout une fois par jour, une fois par semaine. Tu poses ça là-bas et c'est quelques centimes par mois. Donc, c'est vraiment négligeable si on compare ça au coût d'une potentielle perte de ces données-là. Ouais. La troisième catégorie d'alerte, c'est ce qui est, on va dire, le plus critique. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est malicious content. Donc, c'est par exemple s'il y a du phishing, donc c'est-à-dire que si jamais il y a un fichier qui est envoyé qu'on n'a pas l'habitude de voir ou sur lequel on arrive à détecter qu'à l'intérieur il y a des liens qui sont pas forcément les bons. Tout ce qui est potentiel malware, donc par rapport au hash de réputation, c'est des choses aussi qu'on sait détecter. Le troisième aussi qu'on sait détecter, c'est les Cloud Solution Package. Donc c'est tous les fichiers CS PKG qui font tout ce qui est déploiement, etc. Automatique. Donc, on sait si jamais il y a un fichier qui ne fait pas ce qu'on est censé lui demander, ou en tout cas qui fait quelque chose qui nous paraît illicite, on sait aussi remonter ce type d'alerte. Bien entendu, des fichiers exe. Si j'ai un fichier exe qui, pour une raison X ou Y, est en vérité un ransomware ou ce genre de choses, on sait aussi détecter ça. Et on en parlait précédemment de tout ce qui est création de Logicap, création aussi de playbook pour des remédiations automatiques. Si jamais on veut déplacer un fichier en quarantaine, entre guillemets, ou si jamais on veut carrément le supprimer, on a aussi la capacité et on supporte aujourd'hui ça sur Azure Defender for Storage. Alors, petite précision, tu vas nous le confirmer, Azure Defender for Stockage, ce n'est pas un antivirus pour les comptes de stockage. On protège là ici dans cette colonne la partie upload de malicious content. Donc effectivement, il y a visiblement, au moins pour les malwares les plus connus par rapport au hash, on est capable de dire ça c'est un malware. Le partie phishing content, c'est l'utilisation effectivement des comptes de stockage sur la partie web statique notamment, où on est capable de dire ça c'est des pages de phishing ou autre, mais il n'y a pas d'antivirus qui dit que chaque fois que je collais un fichier sur le compte de stockage, il va être analysé et on va me dire c'est un virus ou pas. On est bien d'accord là-dessus. On est d'accord. Et en fait, on peut l'expliquer avec deux principales raisons. La première, c'est pour une histoire de performance.
Bien sûr. Quand toi, tu uploads un fichier sur ta machine, le scan, il va run, que tu installes un antivirus, il va runner sur ta machine à toi, il est installé sur ta machine à toi, tu n'as pas de perte, entre guillemets, de performance, tu en as, mais c'est vraiment minime. Et puis le deuxième, c'est une histoire de coût aussi. C'est que runner, en tout cas, ou récupérer ce fichier-là, l'ouvrir à côté, entre guillemets, ce qu'on appelle nous faire de la détonation. C'est vraiment l'ouvrir sur un storage qui est complètement fermé, hermétique, pour voir ce qui s'y passe. Ça a un coût. Et ces coûts peuvent être astronomiques en fonction du nombre de fichiers et de la taille de ces fichiers-là. Donc, c'est quelque chose sur lequel on ne se positionne pas, même pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'en vérité, d'un point de vue cloud, d'un point de vue business model, c'est pas possible ni pour nous, mais encore moins pour le client. Oui, parce qu'effectivement, ça pourrait engendrer des coûts super élevés derrière. Et là encore, à un moment, c'est toujours pareil, le coût de la défense doit être proportionné au coût du stockage de la donnée. Et si tu payes 50% de ton coût sur juste l'antivirus par rapport à ce que tu stockes, c'est ridicule, quoi. Et c'est ridicule pour les deux parties, hein, le client comme le fournisseur. Donc aujourd'hui, effectivement, Azure Defender, ce n'est pas un antivirus pour ce qui est stocké dans les comptes de stockage. Voilà, soyons clairs. Complètement. Eh bien, une petite démo. Avec plaisir, Stan. Avant qu'on rentre, encore une fois, comme d'habitude, vous le savez maintenant, avant de rentrer dans les détails, on se fait une petite overview. On commence avec un site qui s'appelle Grey Hat Warfare, qui est un site que vous pouvez accéder d'ailleurs, qui vous permet en fait de chercher de façon totalement légale, parce que ce sont des fichiers qui sont publics, qui sont accessibles publiquement, dans l'ensemble des buckets AWS et des storage accounts et des comptes de stockage sur Azure. De chercher tout un type de fichiers avec des keywords, avec des file extensions, etc., avec des regex, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Donc là, c'est un site public qui permet en fait, qui référence et qui indexe en gros les comptes de stockage Amazon et les buckets S3 qui ont été laissés ouverts de manière anonyme et donc publics. C'est ça? Exactement. Alors pour la majeure partie, on va retrouver des images, on va retrouver tout un tas de choses, mais vous allez voir qu'en fonction de ce qu'on cherche, on se rend compte qu'on a plein de petits trucs sympas. Alors là, j'utilise la version gratuite qui me donne accès à peu près 20% de ce que le site a référencé. Donc, j'ai 1,3 milliard de fichiers sur les 4,3 milliards, ce qui est déjà assez intéressant pour jouer avec. Donc là, on va chercher nous, on cherche en règle générale des choses qui sont assez communes. Donc, on va chercher patient et puis on va lancer et puis on va voir ce qu'on trouve. Donc là, j'ai à peu près 200 000 fichiers. Donc, on commence par les AWS et puis par les fichiers qui sont contenus sur des fichiers Windows, enfin en tout cas Azure, Blob Storage d'Azure. Et puis il y en a pour tous les goûts. Donc comme je vous le disais, voilà, c'est des images, c'est génial, c'est magnifique. Voilà, là il me propose de la télécharger, on va l'ouvrir, on se rend compte, c'est une image magnifique. Voilà, ok, rien à signaler. Et puis là, on se rend compte qu'ici on a un JSON Server for Server Part 1. Ok, on y va. Et puis on se rend compte qu'en fait, depuis 2017, en fait, on a un client Microsoft qui a eu la bonne idée de mettre à disposition tous ses clients. Alors, vous regardez sur la droite, je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait du nombre de clients que cette entreprise-là en fait a mis juste publiquement. Donc, on a absolument tout. Hein. On a le nom, le prénom, la date de naissance, où est-ce que ça habite. Le PCN number, le numéro de téléphone, on a tout absolument tout. Là, c'est assez effrayant. Alors là, je vais me placer en tant que personne de Microsoft. Du coup, nous, on sait que ce truc-là existe, hein, parce qu'effectivement, on s'en sert notamment pour les démos, mais je me doute bien qu'on a quand même essayé, Microsoft, de contacter ces gens-là. Si tu me dis que c'est ouvert depuis 2017, c'est pas forcément terrible. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une équipe en fait chez Microsoft qui s'occupe en fait d'alerter les clients quand il y a soit des cyberattaques, soit des risques de cyberattaques, en l'occurrence comme celle-ci. Malheureusement, quand les clients ne sont pas managés, la seule chose qu'on peut faire en tant que cloud provider, c'est de contacter par mail le subscription owner en tant que cloud provider. Notre responsabilité à nous, c'est de fournir le service et d'alerter en cas de problème. Maintenant, si notre client ne souhaite pas changer la configuration de son compte de stockage, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. On n'a pas le droit de venir fermer, on n'a pas le droit de changer la configuration. C'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'on n'y a même pas accès en fait. Oui, et puis en fait, il est bon de rappeler que dans l'échelle des responsabilités ou dans la répartition des responsabilités entre un fournisseur cloud comme Microsoft et un client cloud,
Quand on fait ici, là, par exemple, on parle de compte de stockage, on est sur une solution PaaS. Donc notre responsabilité en tant que fournisseur, c'est de fournir la solution technique qui fonctionne, qui est, assez performante, qui est hautement disponible en respect des SLA qu'on fournit, mais que derrière, en fait, la configuration et l'usage de la solution, elle est sous la responsabilité, du client et non plus sous la nôtre. Donc effectivement, on n'est pas à tenir la main à chacun de nos clients et à venir corriger toutes leurs erreurs et à surveiller ce qu'ils font. Donc, effectivement, on les prévient une première fois, parce qu'effectivement, on a des mécaniques pour contacter les subscription owners. Là encore, si derrière les emails associés ou les personnes qui sont référencées comme étant l'owner ne font pas d'action, ne préviennent pas, on va pas les relancer en permanence. Économiquement, c'est pas faisable et c'est même du point de vue responsabilité, ce n'est pas notre rôle de faire ça. Voilà. Complètement. Ok, je te propose de chercher aussi un autre keyword, passport, classique. On va cliquer sur search et puis on va voir. Et puis le premier, voilà, Daniel Passport. Ok, on va l'ouvrir ensemble et puis ça nous file un fichier PDF. Et puis là, voilà, on voit Daniel qui nous a gentiment donné son passeport, super résolution, rien à dire. On va pas le zoomer, mais effectivement, on l'a testé, la résolution est fantastique. Il a fait un très bon scan, Daniel. Ouais, mais, merci Daniel. Voilà. et le passeport est toujours valable. Donc c'est très grave. Et puis pareil, 2017, c'est des clients aussi qu'on a essayé de contacter, qui malheureusement ne nous répondent pas. Alors encore une fois, comme je le disais, la majeure partie en fait des fichiers accessibles sont des fichiers JPEG qui servent en fait à générer des sites web. Mais des fois, on tombe sur des clients qui configurent un peu moins bien. Et là, encore une fois, je vous ai montré vraiment très, très classique. Je vous ai pris passeport et patient. Mais en fait, comme je le disais, on a toute une équipe derrière qui s'occupe de contacter les clients dès qu'on trouve quelque chose qui est vraiment aberrant. On a déjà vu des mots de passe écrits en clair dans un fichier texte avec le mot de passe admin, il est comme ça. On a déjà vu des cartes de crédit. On a déjà vu tout un tas de choses où tu te dis, c'est pas normal que nos clients, ou en tout cas qu'en 2021 encore, on assiste à ce genre de choses, mais malheureusement, c'est le cas. Effectivement, tout ça est à la fois marrant et très effrayant, mais le truc le plus intéressant, c'est que ce site web, en fait, fonctionne selon un modèle freemium, c'est-à-dire que, là, tu l'as dit, tu as accès à peu près à un tiers de leur base et qu'en fait, si on veut tester, si on veut voir sur l'ensemble de la base si, par exemple, on aurait ou pas dans son organisation des comptes de stockage, qui sont impactés, effectivement, du coup, on passe sur un modèle payant, donc il y a pas de petites économies, c'est assez brillant. Il y avait un autre dans le même genre d'idée, il y avait des outils qui existaient, qui existent encore, je pense d'ailleurs, genre Truffle Hug, le cochon truffier, qui a recherché en fait, qui scannait les dépôts GitHub à la recherche de credentials, Amazon ou Azure notamment. Donc effectivement, je pense qu'il y a tout un marché, une vraie économie derrière, légale pour le coup ici, de proposer de la recherche pour vérifier si on n'a pas des informations publiques qui sont exposées. C'est assez intéressant. Alors du coup, tu nous montres maintenant côté Azure Defender comment on peut un peu se prémunir contre ce genre de choses. Je veux juste en plus accentuer ce que tu disais toi. Je sais pas si tu te souviens, il y a une dizaine d'années, il y avait la mode à l'époque encore, on utilisait pas mal de FTP, on utilise encore aujourd'hui, mais avant c'était vraiment, on faisait que ça, que des FTP. Et je me souviens qu'il y avait pareil, il y avait le même type de scanner en fait qui allait frapper tous les ports 21. À l'époque, c'était le port 21 et qui allait en fait essayer de se connecter de façon anonyme. Et puis, tu renais le truc toute la nuit à la maison. Tu revenais le lendemain matin, tu rallumais ta bécane et puis tu avais une liste en fait de tout un tas de serveurs FTP qui étaient certains qui valaient rien, d'autres qui étaient des universités, qui étaient des entreprises, mais qui l'avaient laissé ouvert de façon totalement légale. Enfin, légale. C'est illégal de s'y connecter pour le coup. Mais je veux dire, c'était ouvert et puis tu pouvais faire absolument ce que bon te semble. Donc, ça existe depuis des années, ça existe encore aujourd'hui et malheureusement, je pense que ça va exister encore pendant un bon paquet de temps. Ouais. Donc, pendant qu'on a vu un petit peu cette partie-là, moitié marrante, moitié alarmante, on passe sur Azure si tu le souhaites. Donc là, voilà, portail Azure. Je vais commencer par Security Center. On vous le disait que le déploiement se fait en un clic. Si vous avez suivi le premier épisode, vous vous souvenez. Je vais directement sur Pricing and Settings. Je prends la subscription qui m'intéresse. Je la passe sur Azure Defender On. Ça doit être à peu près par là. Voilà, on commence à le connaître bien. Et puis après, ici, directement, vous voyez, vous avez Storage. J'en ai 129. Je l'active. J'appuie sur Save et directement, tous mes comptes de stockage existants au sein de cette subscription et tous les futurs qui seront créés seront protégés par Azure Defender pour storage. Une autre chose que je voulais vous montrer aussi, bien entendu, c'est toute la partie alerte. Donc, quand on va sur Azure Defender,
Donc, on a la possibilité de recevoir des alertes ici. Et là, en fait, on a aussi la possibilité de générer ce qu'on appelle des sample alertes. Donc, des alertes blanches. Je sais pas, Exemple. Exactement. Merci. Et donc là, si je vais prendre les deux qui sont là, j'en ai généré quelques-unes pour qu'on puisse les voir. Est-ce que tu peux zoomer légèrement ton navigateur? Bien sûr, je vais te faire ça tout de suite. Super. Normalement, et puis voilà, c'est responsive, c'est magnifique. Hein, vous voyez, on fait de vrais efforts. C'est réel en plus, il y a de vrais efforts qui sont faits côté MS pour que le site soit accessible. Donc là, vous voyez que j'en ai généré 4 comme ça. Ici, vous avez le bouton Sample Alert. Si vous ne l'avez pas, vous avez une banner en fait qui s'écrit ici, puisqu'en fait, c'est sur ce qu'on appelle chez nous une feature flag. Donc en vérité, si jamais vous n'avez pas ce bouton-là, vous avez un banner ici, vous avez un strip qui s'affiche qui vous dit est-ce que vous voulez générer des nouvelles alertes? Vous cliquez oui. Et en fait, ça vous rajoute en fait au sein de votre lien portail Azure, de votre URL. Ça vous rajoute ce lien-là. On vous le mettra dans la description. Comme ça, vous pouvez ouvrir directement votre portail Azure avec ça. Super. Si jamais vous voulez générer des sample alertes, donc quand vous cliquez ici, vous choisissez en fait le type de plan sur lequel vous voulez générer. Donc, pour le coup, on peut faire pour SQL ou pour Storage Account. Si vous faites créer des sample alertes, ça vous en génère 4 pour le storage sur un sample storage qui n'existe pas. Et quand vous rentrez dedans, on va prendre par exemple le Tor. Vous avez directement l'alerte telle qu'elle est générée. L'idée, en fait, de faire des sample alertes, c'est comme on le disait précédemment, de pouvoir créer des logic apps avant même que l'alerte arrive. Le but, c'est d'être capable de savoir quoi faire avant que l'alerte arrive. Donc, c'est l'une des raisons principales. Et puis, bien entendu, si jamais vous voulez tester votre flow et l'envoyer sur Sentinel ou pour un SIEM, vous avez aussi la capacité de connecter directement Azure Security Center avec les alertes sur Sentinel et en générant des alertes d'exemple, vous pouvez les voir aussi au sein de votre workspace Sentinel et donc de créer tout un tas de workbooks et tout un tas de règles par rapport à ces alertes-là. Donc là, comment est-ce que ça se passe? C'est extrêmement similaire à ce qui se fait d'une manière générale dans les alertes. Donc, ça a la même forme. Donc là, vous avez le compte. Bien entendu, on ne peut pas cliquer dessus puisque ce n'est pas un vrai. Il y a la subscription. Vous vous souvenez, on a parlé de Mitre, donc de Mitre, qui est fait par la boîte Attack, qui est en fait un framework un peu global. Ça va au-delà d'un framework. C'est une vision des attaques qui répertorie en fait toutes les attaques en fonction de là où elles sont dans le cycle entre guillemets de l'attaque. Donc il y a le pré-attaque, il y a tout un tas de tout le déroulé en fait, tout le déroulé de la tactique d'attaque, ouais. Filtration, persistance, etc. Et donc quand vous allez, par exemple ici, on va prendre celui-là. Moi je l'aime bien puisqu'en plus il est en corrélation avec ce que tu me disais, c'est-à-dire que dès qu'on détecte en fait qu'il y a de la data qui est extraite de façon anormale, on sait générer aussi une alerte. Et donc là, voilà, donc on voit que ça, là, on est loin. Là, on est dans la phase finale déjà, les données partent. Quoi, là, ça devient compliqué. Voilà, les données sont déjà extraites et là, ça devient un peu compliqué. En termes techniques, on dit que ça pue. Hein. Là, voilà. Je n'osais pas le dire, mais c'est ça. En général, là, c'est mauvais signe. Donc, on a le nombre de fichiers qui ont été récupérés. On a le nombre de mégas. En fait, on convertit ça aussi pour essayer de comprendre un petit peu. On a qui l'a fait. On a avec quel agent, donc avec quelle application il l'a fait. On peut aussi avoir l'IP, là où il habite, city, etc., etc. Bien entendu, là, c'est un sample alert, donc on ne va pas voir tout, mais on peut vraiment aller vachement loin par rapport à ça. Ouais. Et ce qu'on peut faire aussi, on peut avoir tout un tas de take action. Donc, on peut limiter l'accès au storage account. On peut enlever le token à tous les gens qui sont connectés. Et aussi, on peut voir quelles sont les autres alertes sur la même ressource. Et ça, c'est vachement important de le voir. Je vous montre ça dans un instant. On va juste rester là ici. On a aussi la possibilité comme on le disait, de faire des réponses automatiques. Donc, on peut créer une logic app si jamais elle existe. On peut la créer aussi. Et bien entendu, si jamais on se dit que cette alerte-là ne m'intéresse pas pour une raison X ou Y, on peut faire des rules de suppression en disant que moi, dès que quelqu'un récupère de la donnée chez moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Est-ce que c'est judicieux ou pas? Je ne pense pas. Mais en tout cas, on a la possibilité de le faire, par exemple pour des false positives, ce genre de choses. On a aussi la possibilité ici de dire est-ce qu'on veut qu'elle soit dismissed ou pas.
et de dire OK, et donc cette alerte va être dismiss, et donc on ne la verra plus dans le cadre où c'est une false positive éventuellement. Donc là, on en disait ici, on a la possibilité aussi de voir toutes les autres alertes qui sont liées à ce storage-là. Donc encore une fois, ça va nous filtrer directement en fait tout ce qui va être relatif, tout ce qui va être associé à ce sample storage sur lequel on a généré des alertes. Et donc là, on a la possibilité, voilà, de venir regarder d'autres choses. Voilà, là ici, on a des fichiers qui ont été supprimés. Et donc, on est capable de dire, OK, c'est pas trop normal. Voilà les fichiers qui ont été supprimés. On peut voir tous les fichiers qui ont été supprimés. C'est pas normal. Et on sait aussi générer, voilà, si on a take action qui sont à peu près le même. Et ici, perform un delete. Donc, vous avez aussi la possibilité de faire un delete sur vos comptes de storage. Et donc, en fait, Azure directement va prendre un point dans le temps antérieur à la suppression de ces fichiers-là, et va tout simplement faire un restore de ces fichiers. Sous réserve, effectivement, que le soft delete était paramétré sur le compte de stockage. Paramétré complètement. C'est important aussi de le préciser. Vous avez le lien, bien entendu, qui vous explique comment le faire. Vous pouvez, bien entendu, faire une logic app qui vous fait un soft delete. Et donc, automatiquement, dès qu'un fichier non voulu est supprimé par erreur ou même par attaque pure et dure, vous avez aussi la possibilité automatiquement de faire un soft delete derrière. Je voulais vous montrer aussi 2-3 petites choses au niveau des recommandations. Donc, on a quelques recommandations sur le storage account, et puis on finira aussi par voir les différents storage accounts qu'on a. Donc, les recommandations sur Azure Security Center ont récemment été enrichies avec tout un tas de filtres que vous pouvez mettre. Donc, si par exemple, vous voulez avoir une resource type, vous voulez voir que les storage, donc vous avez la possibilité de le faire ici. Donc, il suffit juste de prendre Storage Account et vous avez tout ce qui est en preview. Et voilà, tout ce qui est. Donc, il faut bien entendu autoriser que Microsoft Services. Il faut qu'il y ait un firewall qui doit être restricted. Donc, voilà. Donc, on a tout un tas de recommandations qui sont proactives, qui vous permettent d'éviter qu'une personne puisse rentrer de façon non voulue sur votre Storage Account. Et celui que je voulais vous montrer qui était super important, c'est celui-là. Donc, les storage accounts ne doivent pas être accessibles publiquement. Et là, j'en ai mis plein, comme ça, vous pouvez voir. Donc, en fait, je peux tous les récupérer, faire remediate. Et automatiquement, en fait, Azure Security Center, il va pour les storage accounts, en fait, sur lesquels il peut le faire de façon safe, il va automatiquement, en fait, si je prends remediate, il va automatiquement, en fait, s'amuser à le faire. Donc, en fait, ici cette option, c'est quoi? C'est le passer en private link, c'est ça? Ne rendre les endpoints publics, voilà. Okay. Je ne dois pas avoir les droits. À tous les coups, je n'ai pas les droits. Bref, peu importe. Mais en tout cas, voilà, exactement, on est capable de fermer l'accès public à tous les storage accounts. D'accord. Alors, là, encore, attention à ça, parce qu'en fonction des applicatifs que vous utilisez, peut-être qu'ils utilisent des URL publics. Bien penser effectivement à bien paramétrer le private link pour la résolution, et certains qui n'ont fait pas un accès depuis justement le public. Et point également qui peut être intéressant, je ne sais pas si ça va rentrer dans les recommandations, mais aujourd'hui un compte de stockage, on peut l'accéder de différents moyens en termes d'authentification, si effectivement on a activé l'authentification. Ça peut être l'usage des privates, des primary ou secondary key, sur lesquels on doit faire notamment des rotations. On peut utiliser également des jetons SAS, ce qui est plutôt l'option qu'on devrait utiliser. Et désormais, on est en train de privilégier de plus en plus l'usage d'Azure Active Directory comme méthode d'authentification. Donc d'utiliser soit des SPN, des Managed Identity ou encore des comptes utilisateurs pour s'authentifier auprès du compte de stockage et donc y avoir accès. Et du coup, je crois qu'en preview également, si je dis pas de bêtises aujourd'hui, sur les comptes de stockage, on a la capacité du coup de dire j'utilise l'authentification Azure Active Directory et en plus je désactive les primary et secondary keys sur le compte de stockage. Oui, complètement. Je voulais finir par vous montrer aussi, puisqu'on a créé toute une expérience Security Center au sein du compte de stockage. Donc, si j'en prends ici, par exemple, Alex Diag 851. Là, vous avez ici, en dessous de Settings, vous avez un onglet qui s'appelle, en tout cas une page en dessous de l'onglet Settings, vous avez Security. Et quand vous ouvrez Security, vous avez en fait directement accès en fait à une liste de recommandations qui est relative à ce storage account-là. Là, ici, vous savez à peu près combien de transactions par jour on analyse. Ça revient un petit peu sur ce qu'on disait, Stan, sur le fait qu'on sait dire quelle est la baseline. Donc, vous savez qu'il y en a 2, 3, 4. Donc, c'est vraiment un storage account, nous, qu'on considère très peu actif. Si d'un seul coup, j'envoie 1000, bon,
semblerait qu'il se passe quelque chose d'anormal sur ce storage account-là. Et puis, le chiffre est intéressant pour la partie pricing aussi, hein, si je ne dis pas de bêtises. Complètement, bien sûr, parce que le pricing est fait en fonction du nombre de transactions. Donc, bien entendu, c'est intéressant aussi pour savoir à la fin combien est-ce que ce service-là va vous être facturé. Et puis, bien entendu, si jamais j'ai des alertes, je les verrai en tout cas ici sur cette page Security. Et si jamais je clique ici, je peux voir toutes les alertes. J'en ai pas sur cette subscription-là, mais si jamais je le retire, je vois toutes les alertes qui sont associées à cette subscription-là. Et je peux les filtrer. Je peux mettre aussi en fonction du type du nom de la ressource qui m'intéresse. Bien, quand on voit le monde dans lequel on vit, les sites web qui exposent les informations que les autres exposent, et le fait qu'effectivement on sait que les gens font encore des erreurs et configurent mal, j'aurais presque envie de dire que ce service Azure Defender devrait être obligatoire, au moins pour des environnements de production où il y a des données sensibles. Libre à vous ensuite effectivement de faire votre choix. Mais quand je vois tout ce qu'on sait faire avec ça, c'est plutôt assez rassurant. C'est pas un remplacement des bonnes pratiques en termes de configuration d'un compte de stockage. C'est un complément qui vient en plus effectivement au passage vous faire des recommandations, mais une fois que les recommandations sont faites, le service sert toujours effectivement parce qu'il va analyser la partie comportementale et l'usage de tout ça. Complètement. Dernier petit point que je voulais vous montrer avant qu'on termine cet épisode, c'est les emails qui sont envoyés, bien entendu aussi, on en parlait au début de cette deuxième partie, de ce deuxième épisode. On envoie bien entendu des emails lorsqu'il y a des alertes, que ce soit en fait high et high, medium, low, on envoie bien entendu des alertes. Et bien entendu, lorsque vous cliquez sur View Full Alert, vous avez la possibilité de voir tout simplement ce qui s'y passe. Et de pouvoir prendre les actions qui correspondent. Tant que ça charge. Les alertes, effectivement, comme c'est des emails, on peut également les traiter par une logic app pour après faire des actions automatisées. Donc là, voilà, on revient ici et quand on fait une take action, ici, on est capable de les trigger avec une logic app. Voilà. Eh bien écoute, merci David. On se termine cette vidéo Azure Defender from the Source où on parle effectivement des Azure Defender pour le stockage. Eh bien, je pense qu'on va se revoir s'il reste encore plein d'Azure Defender. Et comme les containers sont un sujet qui sont bien d'actualité, dans le prochain épisode, on traitera soit d'Azure Defender pour Azure Container Registry, soit d'Azure Defender pour Kubernetes. Alors, on verra dans quel ordre on va les faire. Et puis un petit peu plus tard, on parlera d'Azure Defender pour serveur, qui est une grosse partie qu'on va probablement diviser en plusieurs vidéos. En tout cas, je te remercie David de ton temps, et puis on se retrouve d'ici, on va dire 3 semaines à peu près, pour le prochain épisode. Merci à toutes et à tous, et à bientôt. Au revoir tout le monde, ciao.